Donc, vous voyez ma présentation? Oui, Ouais, OK. Donc, je vais prendre la suite pour le dernier volet des présentations de l'après-midi qui concerne cette fois les équilibres liquides-solides en hydrométallurgie. Donc, je suis Laurent Casser, je suis chercheur CNRS au laboratoire de génie chimique à Toulouse. Euh, donc, j'ai commencé hein, par simplement montrer quelques exemples d'opérations hydrométallurgiques qui impliquent des solides et du coup qui présentent un intérêt pour les calculs. On a l'opération de lixiviation qui consiste à dissoudre une phase solide en phase aqueuse qui peut être sélective, oxydante, réductrice et pour laquelle on va se poser la question de la nature du résidu, de la composition du résidu. Est-ce qu'on va faire des nouvelles phases pendant la dissolution? Donc, tout ça, voilà, ça, c'est certains types de questions qui adressent les équilibres liquides solides. Inversement, pour la réaction de précipitation, donc qui va partir de la phase aqueuse pour former cette fois une phase solide, on va également s'intéresser à la nature de la phase solide qui est produite et à d'éventuelles réactions de coprécipitation. Et on peut également évoquer l'électrodéposition, donc qui consiste cette fois en général à faire un dépôt métallique à la cathode. Et à nouveau, le calcul d'équilibre peut nous aider à déterminer la nature et la pureté du dépôt en fonction des conditions, et également la tension de cellule, au moins à l'équilibre, pour produire le dépôt recherché. Voilà, c'est quelques exemples d'applications qui portent sur les calculs d'équilibre solide-liquide, dans lesquels ces calculs peuvent servir à guider, à comprendre les différentes opérations en fonction des conditions opératoires. C'est là où c'est important, c'est qu'on peut avoir beaucoup de conditions opératoires différentes. La température, la pression, le potentiel électrochimique, le pH, la composition de la phase aqueuse, la nature et la composition du solide, le ratio solide-liquide. Tous ces paramètres ne sont pas indépendants, mais en général, on va en contrôler quelques-uns et ce qui va faire qu'on va pouvoir contrôler notre opération. Ce qui est important aussi, c'est que les calculs d'équilibre, ils sont aussi intégrés, ils permettent d'alimenter les modèles cinétiques de type génie chimique. Donc, je vous ai mis pour les mêmes opérations des modèles classiques de vitesse de réaction et dans lesquels on a très souvent une composante qui a trait à l'écart à l'équilibre. Donc, quand c'est la lixiviation, ça va être la sous-saturation. Quand c'est la précipitation, ça va être la sursaturation, donc c'est-à-dire justement l'écart à l'équilibre. Et dans le cas de l'électrodéposition, ça va être l'écart au potentiel d'équilibre de notre cellule. Donc, dans tous ces cas-là, sachant qu'on a un système, en général, on a des systèmes réactifs donc, dont la composition change au cours du temps, on aime bien être capable de calculer l'équilibre en fonction du temps pour justement l'intégrer dans ces modèles cinétiques. Si on veut fixer un petit peu les choses dans les types de systèmes solides-liquides rencontrés en hydrométallurgie, donc j'ai mis la phase aqueuse en haut, la phase solide en bas. Alors j'ai des images, des schémas un peu moins jolis que nos collègues, notamment de l'ICSM. Donc je pense que je reprendrai quelques images de simulation moléculaire. Donc pour fixer les choses, la phase aqueuse, ça va être évidemment de l'eau, un acide ou une base, des éléments métalliques et des contre-ions. Donc, c'est des solutions qui sont généralement concentrées en ions. Alors, bon, on peut avoir des forces ioniques initiales qui sont assez faibles, mais on peut monter couramment jusqu'à facilement 6 moles par kilo. Et donc, bon, on l'a déjà vu largement évoqué, ça va être des solutions qui sont non idéales. En ce qui concerne les phases solides, alors on a différentes natures de solides, donc j'y reviendrai dans l'exposé. Bon, on a bien sûr les solides purs dont on a l'habitude, mais il y a aussi les phases amorphes qui sont assez importantes et les mélanges de solides, les solutions solides, qui sont aussi tout un univers en soi. Ces équilibres, ils sont quasiment systématiquement couplés à des réactions chimiques, donc ce qui complexifie bien sûr les choses en termes de calcul d'équilibre entre phases.
En ce qui concerne la température et la pression, bon, typiquement sur les procédés hydrométallurgiques, on va être entre 50 et 250 degrés, mais ça a quand même une influence importante sur les constantes d'équilibre. À l'inverse, la pression va plutôt être généralement modérée. Donc, 50 bars, ça correspond à la pression de vapeur à 250 degrés. Et elle est peu influente sur les phases condensées. Donc, c'est généralement pas un paramètre sur lequel on va s'attarder. Je repars donc d'une équation équilibre solide-liquide très simple, donc avec un solide qui se dissocie en deux ions. La constante d'équilibre, elle va être liée à l'enthalpie libre de la réaction, donc selon cette relation. Et cette enthalpie libre de réaction, elle va dépendre des propriétés thermodynamiques à la fois du solide et des espèces dissoutes dans leur état standard. Donc, j'ai mis deux expressions. Après, il y en a plusieurs suivant on peut l'exprimer différemment. Donc, soit en fonction des enthalpies de formation des espèces dans leur état standard, soit en fonction directement de la fonction G de ces mêmes espèces. Donc, le premier enjeu pour aborder ces équilibres solides-liquides, c'est de connaître les fonctions thermodynamiques des composés, à la fois des solides et des espèces aqueuses dans leur état standard et dans la gamme de températures qui nous intéresse. Ensuite, pour le calcul des équilibres, donc ça on l'a déjà largement vu dans les présentations précédentes, si on veut être capable de relier la constante d'équilibre aux concentrations des espèces en solution, on passe par la notion d'activité des espèces et donc de coefficient d'activité qui va exprimer l'écart à l'idéalité. Donc, on a plusieurs conventions, donc Jean-Charles en a parlé en détail. Ce qui est assez commun, donc pour le solide, on va toujours considérer l'état de référence corps pur, pour le solvant également. Et bon, on a eu quelques échanges, mais on s'est mis d'accord sur la terminologie de dire que pour le solité, on avait un état de référence standard en molalité, donc qui correspond à dire que le coefficient d'activité tend vers 1 quand la concentration tend vers 0. Donc, le lien entre la constante d'équilibre et les concentrations en solution, il nécessite de connaître les coefficients d'activité des espèces en solution. Et ça représente un grand enjeu. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Je vais y revenir plutôt sur la base de quelques exemples. Mais voilà, ça, c'est un enjeu majeur pour l'hydrométallurgie. Le troisième enjeu qui est aussi lié au type de système qu'on traite en hydrométallurgie, parce que l'hydrométallurgie, elle sert essentiellement à séparer des éléments. Hein. Donc, on va rentrer un minerai ou un objet à recycler, dans lequel il y a beaucoup d'éléments. Et du coup, on se trouve confronté à des systèmes qu'on appelle multiconstituants. Donc, pour donner un exemple, si je prends un système simplement solvant, un solvant par exemple acide, ici H2SO4H2O et un métal, si on considère un métal et même 1 degré d'oxydation d'un métal, on a, comme vous voyez ici, un certain nombre d'espèces aqueuses pour le cas du fer ou pour le cas du cuivre, et on a également un certain nombre d'espèces solides. C'est-à-dire qu'il va falloir, donc on a une complexification assez rapide en termes de phase aqueuse et de solide. Donc, si on prend ce petit cheminement ici, si on part d'un mélange acide sulfurique eau dans lequel on va dissoudre, par exemple, une phase cuivre-fer, on va prendre en compte les espèces du système cuivre 2, fer 2, fer 3, et ça nous amène à déjà, sur un système qui est relativement simple pour une application de métallurgie, à 61 solides possibles et une soixantaine d'espèces aqueuses, pour lesquelles il va falloir connaître les différentes constantes d'équilibre et éventuellement les différents coefficients d'activité en solution. Donc ça, c'est un enjeu vraiment, pas en termes de modèle, mais en termes pratico-pratiques. Hein, c'est pour être capable de calculer des équilibres dans les systèmes multiconstituants, ça fait vite appel à des systèmes qui sont très complexes. Donc, je vais reparler un petit peu des modèles pour la description de la phase aqueuse. Donc, on l'a vu, je repars de cette équation de delta G de la réaction qui nous permet de calculer la constante d'équilibre.
Donc, Jean-Charles l'a déjà évoqué, hein, on peut calculer les enthalpies de formation ou les potentiels chimiques, c'est la même chose ici, des espèces en solution par l'équation d'état d'Elgelson, Kirkham, Flowers, alors, qui est effectivement une équation développée plutôt pour les applications géochimiques, donc qui permet de monter, de connaître les propriétés jusqu'à 1000 degrés et 5000 bars. Donc, on est largement dans les clous pour les applications hydrométallurgiques. Et cette équation, il y a des extrapolations, donc elle a un certain caractère prédictif basé sur des corrélations. Donc, de manière pratique, on a accès à des données tabulées. Donc, typiquement, il y a Schock qui a fait beaucoup de recueils de données sur ces espèces. Et donc, nos collègues du BRGM, là, donc, dans le développement de la base Thermodem, ont mis en ligne aussi un grand nombre de data pour les phases aqueuses. Donc, c'est assez pratique parce qu'on peut avoir directement accès à toutes les propriétés thermo de plusieurs centaines, voire au moins plusieurs centaines d'espèces aqueuses en solution. Et voilà, pour la plupart des bases de données actuelles, utilisent cette approche pour calculer les propriétés thermodynamiques des espèces en solution. Pour les modèles à coefficient d'activité, donc je ne vais pas y revenir, on en a déjà parlé, donc il y a pas mal de modèles disponibles. Ce qu'on peut souligner, c'est que la pertinence de ces modèles, ça reste un sujet d'actualité, y compris dans le domaine d'application de l'hydrométallurgie. Il y a un article qu'on peut recommander, hein, qui est par May et Roland en 2017, où ils font voilà, une étude vraiment critique des modèles de coefficient d'activité. Et il conclut que finalement, il n'y a aucun modèle qui est actuellement encore complètement satisfaisant pour représenter l'ensemble des propriétés thermodynamiques. Je vais repartir d'un exemple sur trois modèles de coefficients de complexité croissante. Donc, on a vu le modèle étendu de Baïkoel ou BDOT qui ne nécessite pas de paramètres à part voilà, une valeur qui est plus ou moins tabulée qui correspond au rayon ionique de l'espèce. Le modèle CIT qui lui comporte un terme d'interaction binaire par couple anion-cation, et le modèle de Pitzer qui comporte trois types d'interactions binaires et en plus des interactions ternaires. Donc, ces modèles, ils ont évidemment une portée de plus en plus importante en termes de concentration dans la solution, puisqu'on a de plus en plus de paramètres. Mais le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, il faut être capable de paramétrer ces modèles. Donc, si on prend l'exemple d'un système, je repars sur le système fer2 en milieu acide sulfurique. Si on prend la spéciation qui est à peu près admise dans la littérature en milieu acide du fer2, on a trois espèces. On a le fer2+, on a une paire d'ions FeSO4 et on a un cation FeHSO4+. Donc, si je veux utiliser le modèle BDOT, bon, a priori, j'ai besoin d'aucun paramètre. Si je veux utiliser le modèle CIT, j'ai besoin de 6 paires anion-cation, puisqu'on ne considère que les interactions entre espèces de charge opposées. Et si je veux utiliser un modèle de Pitzer, je vais me retrouver confronté à peu près à 30 interactions binaires et une dizaine d'interactions ternaires si je considère que les espèces du fer avec le solvant. Donc, pour les modèles les plus complexes, c'est vrai pour le Pitzer, mais c'est vrai pour les autres modèles qu'on avait évoqués, que Jean-Charles avait évoqués, on est quasiment systématiquement obligé de simplifier la description chimique de la solution, c'est-à-dire que typiquement, pour décrire ce système-là, je vais considérer uniquement l'espèce fer de plus en solution. Ça a quelques désavantages, notamment on va perdre de la précision dans la représentation de certaines propriétés. Par exemple, la conductivité, hein, puisqu'on va avoir des porteurs de charge, on va avoir plus de porteurs de charge dans ces descriptions que dans une description qui prend en compte la spéciation. Et également du pH, puisque ici, on ne prend pas en compte la complexation de l'OH+, dans ce complexe. Donc, il y a quand même un compromis voilà, qui est nécessaire entre la précision du modèle et la spéciation de la solution.
Si on continue sur ces modèles de Pitzer, donc pour des électrolytes de type 2,2, donc c'est-à-dire M2+, avec un anion chargé de moins, dès les années 70, hein, Pitzer il a proposé des paramètres, pour un grand nombre de systèmes, alors essentiellement en milieu aqueux. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travaux, voilà, dans les 10 dernières années. Là, j'en ai recensé un certain nombre, vraiment en milieu simplement acétylfurique. Il y a encore beaucoup de travaux pour paramétrer des modèles de Pitzer pour ces différents ions. Alors, c'est dû notamment au fait qu'il y a pas mal de nouvelles données. Et bon, il y a des procédures d'optimisation qui sont un peu plus simples maintenant, voilà, grâce aux différents logiciels disponibles. Alors, la particularité de ces travaux, c'est, donc ici j'ai donné l'exemple d'un travail sur la modélisation du système ZnSO4H2O. La particularité de ces travaux, c'est que maintenant, souvent, les modèles, ils représentent l'ensemble du diagramme de phase. Donc ici, on a un diagramme de phase température, composition en ZnSO4, avec la phase aqueuse ici, et ben, le modèle, donc on utilise un modèle de Pitzer pour décrire la phase aqueuse, et le modèle, il va être capable de représenter également l'équilibre liquide-vapeur, l'équilibre de solidification de l'eau, donc ici on a l'évolution de la température de gel en fonction de la composition, et l'équilibre solide-liquide avec différentes phases. Donc ici, on a d'abord une augmentation de la solubilité du zinc, du sulfate de zinc en fonction de la température, puis après on devient rétrograde puisqu'on forme un autre solide, en l'occurrence un sulfate de zinc monohydraté. Donc ça me permet d'aller vers la transition vers la description des phases solides, donc on va aborder maintenant. Donc, d'abord, on va traiter le cas le plus simple et que je pense que vous avez tous l'habitude, c'est l'équilibre solide-liquide avec des solides de type composé défini. Donc, le composé défini, c'est un composé solide qui a une formule chimique constante, et voilà, telle que FeCl3 ou un sulfate de zinc avec N molécules d'H2O. Dans ce cas-là, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour décrire la constante d'équilibre de réaction, on a besoin de connaître les propriétés thermodynamiques du solide, et pour calculer l'ensemble des fonctions thermodynamiques, il est nécessaire et suffisant de connaître l'enthalpie de formation standard à 298 degrés, à partir des espèces de référence, et la capacité calorifique de 0 Kelvin jusqu'à la température qui nous intéresse. Alors, les données, elles sont généralement tabulées à partir de 298 Kelvin, et elles sont établies pour plusieurs milliers de composés, voire plusieurs dizaines de milliers de composés. Donc, il y a vraiment beaucoup de connaissances là-dedans. Par exemple, il y a l'étable du NIST que je cite ici, où il y a beaucoup de documents. Là, c'est l'occasion de souligner le travail de nos collègues du GDR Thermat, donc c'est la thermodynamique des matériaux à haute température. Sur le site de ce GDR, il y a un recensement qui a été écrit par Pierre Benigni sur les différentes sources de données thermodynamiques et voilà, quel type de données elles contiennent pour les phases solides. Voilà. Donc, si on reprend l'idée de l'équilibre solide-liquide avec un composé défini, donc si on prend une équation très simple de dissolution d'un composé MX en M2+, plus X2-, une constante d'équilibre qu'on va calculer grâce au coefficient d'activité. La solubilité de notre solide, elle est égale, c'est la molalité à l'équilibre solide-liquide en ion M2+. Et cette molalité, elle dépend de la constante d'équilibre, donc on sait établir grâce aux données thermodynamiques dans l'état standard, et elle dépend du modèle de gamma, donc j'y reviendrai à la fin, mais qui va de préférence être paramétré uniquement avec les propriétés de la phase aqueuse. Donc, c'est-à-dire qu'en théorie, on est capable, si on a bien décrit notre phase aqueuse et qu'on a un modèle de coefficient d'activité précis, on est capable de calculer
la solubilité d'un solide et de représenter, donc d'atteindre des données de solubilité qui sont proches de celles de la littérature. Donc ça marche plutôt bien pour les solides peu solubles. Typiquement, donc toute les bases de données de géochimie qui considèrent des roches peu solubles en milieu aqueux, qui utilisent un modèle de coefficient d'activité de type BDOT, donc qui ne demande pas de paramètres. Ces bases de données, elles sont multiconstituantes, elles permettent bien de reproduire la solubilité des différents solides. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de cas en hydrométallurgie où on va sortir de ce schéma et je vais discuter un petit peu de ça dans la suite. Alors, un point qui est vraiment important, c'est la notion de métastabilité. Si on prend l'exemple des composés du fer dans le système, simplement Fer3H2O, on a deux solides stables, majoritairement on a deux solides stables qui sont la goethite et l'hématite. Alors ces deux composés ils sont très connus, on connaît très bien leur fonction thermodynamique pour les deux. Donc si vous regardez l'enthalpie libre de réaction de la déshydratation de la goethite en hématite, eh ben, elle est négative, quelle que soit la température, à partir de 25 degrés jusqu'à 200 degrés. Donc, d'un point de vue thermodynamique, l'hématite est la phase stable, c'est l'oxyde stable dans ce système. En pratique, donc ça c'est connu depuis très longtemps, mais en pratique, la phase qui va se former en milieu aqueux, c'est pas l'hématite, mais c'est la goethite. Et ça, c'est un point qui est assez courant quand on a des réactions de type ion en phase aqueuse vers le solide. Il est assez courant que la phase solide la plus stable ne soit pas celle qui se forme lors d'une réaction. Donc, on est confronté à un aspect cinétique. Même si on forme on forme dans ce cas-là une phase métastable. Donc ici, la thermodynamique est un peu impuissante. Elle est obligée de s'appuyer sur des connaissances expérimentales, empiriques du système. Dans cette notion de métastabilité, il y a un point qui est aussi vraiment important et intéressant en hydrométallurgie, c'est si on regarde le schéma classique d'une réaction de précipitation. Alors j'ai pris ce schéma, j'ai trouvé récemment là, dans un article, j'ai trouvé plutôt bien fait. Ici, on trace la solubilité d'une phase en fonction du temps. Et le schéma classique d'une réaction de précipitation, c'est qu'on va commencer par faire une phase amorphe qui va doucement se redissoudre pour nucléer, cristalliser et faire un cristal qui va être la phase stable, du système. Souvent, la phase amorphe, elle a la même composition que la phase stable, mais elle va être moins stable. Donc, la conséquence, là, qu'on voit directement ici, c'est que la phase amorphe, elle est plus soluble que la phase stable. Il se trouve qu'il peut y avoir certaines échelles de temps, notamment parce qu'on est à basse température, donc basse température, on va dire en dessous de 100 degrés, donc ce qui est courant en hydrométallurgie. L'échelle de temps de ce type de transformation, il peut être suffisamment grand pour que la phase amorphe, donc la phase métastable, soit finalement notre produit final de réaction. Donc, si on veut faire des calculs pertinents sur l'équilibre solide-liquide, il y a un intérêt important à établir des propriétés thermodynamiques pour ces phases amorphes métastables. Donc, c'est intéressant pour les opérations de précipitation. Ça l'est aussi beaucoup pour les opérations de lixiviation, parce que souvent, dans les opérations de lixiviation, on a des reprécipitations de certains composés issus de la phase initiale. Et ces reprécipitations forment des phases amorphes. Alors, il y a un exemple qui est très connu et très important en hydrométallurgie, c'est l'exemple de la silice, puisqu'il y a beaucoup de minerais qui sont traités, qui sont des silicates. Donc, on a ici une phase stable qui est le quartz et une phase de silice amorphe. Donc, j'ai pris ces illustrations sur Wikipédia, mais qui représentent bien l'idée, c'est-à-dire que la phase cristallisée, elle est complètement ordonnée avec une structure régulière, et la phase amorphe, on va avoir éventuellement certains atomes qui manquent et surtout des distances interatomiques qui fluctuent.
Donc, la conséquence de ça, c'est qu'une analyse par rayon X ici va nous donner des pics de diffraction, alors que la silice amorphe est complètement, quasiment indétectable par DRX. Alors, dans le cas de la silice amorphe, ces propriétés thermodynamiques sont établies comme pour un solide cristallisé. Alors, c'est assez peu courant. Alors, c'est le cas pour la silice amorphe, parce il y a des phases amorphes de silice qui existent à l'état minéral. Par contre, pour une grande partie des phases amorphes qui se forment dans les phases de précipitation, il y a des fortes difficultés expérimentales pour les caractériser, notamment du fait qu'elles sont pas stables, hein, donc elles peuvent en cours de mesure, on peut en cours de mesure rebasculer vers la phase stable. Et donc il y a un enjeu important et un intérêt à mieux décrire les propriétés des phases amorphes pour les applications hydrométallurgiques. Alors, on peut souligner, moi, ce n'est pas un sujet que je connais très bien, j'ai regardé un petit peu. Alors, il y a pas mal de travaux là-dessus dans le domaine pharmaceutique, parce que finalement, ils préfèrent utiliser une phase amorphe qui va être plus soluble donc, pour les médicaments, hein, donc, qui va être plus soluble que la phase cristallisée, donc qui va mieux se libérer, par exemple, dans le corps. Et donc, il y a pas mal de travaux sur la détermination des propriétés thermodynamiques dans ce domaine. J'en ai moins vu dans le domaine de l'hydrométallurgie. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans un prochain séminaire. Alors ensuite, pour continuer sur la description des phases solides, on a voilà, tout un pan de la thermodynamique des matériaux qui consiste à décrire ce qu'on appelle les solutions solides. Je vais juste revenir sur la définition, donc sur un exemple. Hein. La solution solide, ça va être un mélange de deux phases solides. Je prends ici l'exemple du mélange de carbonate MgCO3 et FeCO3. Donc, si on regarde le diagramme de phase température-composition, donc sur toute la gamme de composition, on a ici deux cas, on a différentes zones. On a une zone où les solides sont totalement miscibles. Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la composition, on n'aura qu'une seule phase. On a également à plus basse température une zone où les solides sont partiellement miscibles, c'est-à-dire qu'ils ont une solubilité mutuelle l'un dans l'autre, mais pas sur toute la gamme de composition. Donc ça, on peut le représenter en termes de réaction. Hein, si on écrit cette réaction chimique, donc ici on part de deux phases X FeCO3 et 1-X MgCO3 qui vont donner une seule phase de cette composition. Si on regarde donc l'enthalpie de réaction en fonction de la température et de la composition, donc les solides seront non miscibles, ça veut dire que quand les solides sont non miscibles, on a un delta G de réaction qui est strictement positif pour toute la gamme de composition. Les solides sont totalement miscibles, on a à l'inverse un delta G de réaction qui est négatif pour toute la gamme de composition. Et puis le cas intermédiaire, c'est on va avoir un delta G positif entre ce que j'ai noté S1 et S2, donc une zone où les deux phases ne sont pas solubles. Donc ça, voilà, donc ça c'est le cas général. Donc la grande question, c'est comment est-ce qu'on va représenter ça d'un point de vue thermodynamique. Alors, il y a une approche qui est assez pragmatique, mais que je trouve intéressante, c'est la représentation discontinue. Donc, on trouve ça dans la base thermodème, toujours du BRGM, là, qui consiste c'est une approche par petits pas de composition fixe. Donc, si on prend l'exemple ici des phases CSH, donc c'est des silicates de calcium hydratés, et ben, le choix qui a été fait, c'est de représenter les 10 composés. Plutôt que de représenter une solution solide continue, parce qu'ils sont miscibles en toute proportion, c'est de prendre 10 composés définis avec des pas de composition qui varient ici entre 0,7 et, je me suis trompé, c'est 1,6. Voilà, donc ça c'est une première option. Donc on va simplement utiliser toute une série de composés définis avec une composition qui évolue. Ensuite, on dispose de modèles de solutions solides pour les solutions de substitution. Donc, les solutions de substitution, c'est on va pouvoir remplacer un atome par un autre dans une maille cristalline.
Alors pour ça, on a deux modèles relativement simples et anciens. On a d'abord l'idée du mélange idéal, c'est-à-dire que les solides se mélangent sans qu'il y ait d'interaction. Et dans ce cas-là, on fait appel à une contribution qui est purement anthropique, donc que j'ai noté ici. Donc c'est une enthalpie ici, on a une enthalpie libre de mélange qui est uniquement représentée par un terme enthalpique. Donc c'est un terme statistique hein, de position aléatoire des atomes dans le réseau cristallin. Si on veut raffiner un petit peu cette description, on peut également ajouter un terme d'interaction, donc qui se traduit par un terme d'enthalpie de mélange, qui consiste, alors bon, on peut aller plus loin dans le nombre de termes d'interaction, mais globalement, l'idée, voilà, l'idée correspond à rajouter un terme à zéro, donc ce qui correspond à des solutions solides régulières, et puis si on ajoute un deuxième terme à 1, des solutions qu'on appelle sous-régulières. Donc, si on rajoute un seul paramètre à 0, on a une enthalpie de mélange qui va avoir une forme complètement symétrique. Et puis, le terme 1 permet de déplacer éventuellement le minimum de la fonction en fonction de la composition. Donc ici, je reprends l'exemple du diagramme de phase qu'on a vu tout à l'heure, où on représente cette enthalpie de mélange en fonction de la composition dans la solution solide. En orange, on a l'enthalpie de mélange de la solution solide idéale. Et ici, donc, les auteurs ont déterminé un paramètre avec le modèle des solutions régulières qui est égal à plus 4 kJ par mol et qui permet à peu près de représenter les données expérimentales. Donc ici, ce paramètre, il est positif, donc il reflète le fait qu'on a plutôt une interaction, un terme de répulsion entre les deux atomes dans la maille cristalline. On peut évidemment avoir un terme négatif, donc une stabilisation plus importante que la solution solide idéale. Donc là, je montre quelques exemples dans des modèles qui incluent des solutions solides, alors qui sont tous établis à 25 degrés. Notamment ici pour les sulfates de zinc et de nickel ou de cobalt et de nickel, donc qui forment systématiquement donc des sulfates avec 7 fois hydratés. Donc pour ces modèles-là, systématiquement, les auteurs ils utilisent un modèle de Pitzer et pour représenter les données de solubilité des phases solides, ils rajoutent ils rajoutent un modèle de solution solide, alors ici que j'appelle complète, donc sur toute la gamme de composition, avec un terme d'interaction ici, par exemple, de plus 0,3 kJ par mol. Et ça leur permet de représenter la solubilité. Alors là, il y a une petite erreur dans le papier, c'est la solubilité alors je ne sais plus pas lequel c'est, du coup, de ZnSO4, enfin, la solubilité du solide en fonction de la teneur en ZnSO4 et de NiSO4 dans la phase aqueuse. Et de même, pour le système cobalt-nickel, ils font appel cette fois à deux solutions solides, puisque donc là, on est plutôt dans un cas où il n'y a pas une solution solide continue. On a un composé qui va être riche en cobalt d'un côté, et puis un composé qui va être riche en nickel de l'autre. Enfin, on peut regarder le travail qui est très récent de nos collègues du BRGM. Donc là, ils se sont attachés à décrire les équilibres solides-liquides des terres rares en milieu acide nitrique, donc pour des applications nucléaires, hein, donc, pour lesquelles on va avoir des concentrations dans l'électrolyte relativement fortes. Et comme souvent dans le cas des terres rares, qui ont des propriétés chimiques relativement proches, on forme des solutions solides. Et voilà, là, on voit très bien sur ce graphique, ils montrent très bien qu'ils ont été obligés d'utiliser un modèle de solution solide pour représenter les données expérimentales de solubilité, par préférence à la formation de phase pure qui donnerait plutôt ce profil. Voilà, donc c'était pour vous montrer quelques exemples d'utilisation de ces modèles assez simples de solutions solides. Et puis après, on a des modèles beaucoup plus compliqués, enfin un peu plus compliqués, qui sont vraiment là du domaine de la thermodynamique des matériaux, ou dans lequel on va pouvoir représenter des solides plus complexes,
donc des solutions solides de type interstitiel ou des composés non stoichiométriques. Juste pour vous présenter le principe de ces modèles, on a ici, donc on s'appuie ici sur la structure cristalline d'une ferrite spinelle qui est CuX Fe3-XO4, donc qui est un mélange de CuFe2O4 et de Fe3O4. Donc les modèles en sous-réseau, ils consistent à définir des sites, enfin ils sont basés sur l'existence de sites atomiques physiques réels. C'est-à-dire que certains ions vont être placés à certains endroits de la maille cristalline. Et typiquement, dans le cas des ferrites spinelles, on va définir trois sous-réseaux. Un site qu'on appelle tétraédrique. Alors moi, je ne suis pas très doué sur les visions en 3D, mais en tout cas, les collègues des matériaux dessinent des espaces tétraédriques et octaédriques dans ce type de phase. Donc, on va avoir un site tétraédrique qui peut contenir des ions Cuivre2+, et Fer2+, des sites de type octaédrique qui, eux, contiendront des Fer2+, et Fer3+, et les sites de l'oxygène, eux, ils peuvent contenir que de l'oxygène. Alors là-dedans, on peut rajouter des lacunes, on peut complexifier les descriptions. Le principe de ces modèles, c'est le formalisme CEF, donc le Compound Energy Formalism, c'est on peut rajouter des termes d'interaction à l'intérieur d'un sous-réseau. Donc voilà un peu la formulation que ça peut prendre. Simplement, donc c'est un peu le même principe que les modèles qu'on a pu voir en phase aqueuse. Donc on a des termes d'interaction. Ce qu'il faut retenir, c'est que les termes d'interaction, ils peuvent être que à l'intérieur d'un sous-réseau. On considère qu'il n'y a pas d'interaction à l'extérieur entre les différents sites. Alors, il y a peu d'applications en hydrométallurgie, en tout cas, moi, j'en ai pas trop vu. Je pense que potentiellement, ça pourrait être intéressant pour des phases un petit peu compliquées. Alors, il y a notamment, je pense que c'est aussi dû à un problème d'outils, parce qu'il y a peu d'outils de calcul qui combinent la possibilité d'utiliser un modèle de coefficient d'activité élaboré et le compound energy formalism. Donc, c'est-à-dire, on est sur de la thermo plutôt des matériaux d'un côté, et puis les outils qu'on connaît sur la partie phase aqueuse. Je vais conclure avec quelques éléments. C'est pas évident de conclure sur ce sujet, mais donc voilà, juste pour revenir sur l'établissement d'un modèle qui représente les équilibres solides-liquides. Alors, si on considère un système simple avec un élément chimique, typiquement un métal, un sel métallique et un solvant, comme on a vu tout à l'heure. En général, ce qu'on essaie de faire, ce que font les collègues qui font des bases de données notamment, c'est de décrire la phase aqueuse grâce à des données expérimentales, grâce aussi à quelques données de simulation, de calcul numérique, notamment en utilisant les propriétés des espèces en phase aqueuse, un modèle de coefficient d'activité, et donc ça nous permet d'aboutir à une première description de la phase aqueuse. Pour la phase solide, on va faire la même chose, et donc décrire différentes phases solides. Une fois qu'on a ces descriptions de phase, on va y injecter des données expérimentales de solubilité. Et dans le meilleur des mondes, si notre modèle est très bien paramétré, on va être capable de reproduire les données de solubilité sans ajustement. En pratique, c'est quasiment jamais le cas. Donc, alors souvent dans le cas des sels solubles, on est obligé d'ajuster les deux descriptions. Alors, dans le cas de bases de données un peu multiconstituantes, on va préférer ajuster un petit peu la description des phases solides pour ne pas avoir à remodifier tous les coefficients d'interaction en phase aqueuse. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on a une complexification des systèmes, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma première description, si je veux ajouter un autre sel, donc simplement je vais rajouter un élément métallique, en théorie, j'ai une additivité possible des interactions en phase aqueuse. Mais ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est que on va avoir des nouvelles espèces aqueuses, on va avoir des composés définis, et on peut possiblement aussi avoir des solutions solides à considérer dans les solides qui peuvent se former. Et alors il y a une problématique aussi qui est vraiment
importante dans le milieu, je trouve, c'est que quand on a beaucoup d'articles qui font des évaluations indépendantes de chaque sous-système, souvent, il n'y a pas une description commune du solvant qui est utilisé pour les paramètres. C'est-à-dire que chacun utilise ses propres paramètres déjà pour décrire le solvant, ce qui fait qu'après, quand on a deux descriptions, elles sont généralement pas compatibles et en fait, on a beaucoup de mal, c'est très compliqué de monter en nombre d'éléments dans une description de ce type de système. Donc, il y a assez peu de bases de données cohérentes pour aborder les systèmes multiconstituants. Donc, on a des travaux là, assez intéressants dans le cadre de Freescale, donc, qui est basé sur des modèles de pizza. Il y a un gros travail qui a été fait plutôt dans le domaine du nucléaire dans la base thermochimie. Et puis, comme le mentionnait Jean-Charles, il y a une base de données malheureusement fermée dans OLI pour les phases électrolytiques, mais qui est très développée, dans laquelle malheureusement il est très compliqué de rajouter des choses. Et après, pour les solutions solides, on a typiquement les logiciels commerciaux, PackSage et Thermocalc, qui permettent de faire beaucoup de choses. Voilà, donc pour conclure, je dirais que les calculs d'équilibre solide-liquide pour les applications hydrométallurgiques, ils se heurtent encore à l'établissement de bases de données qui peuvent représenter les systèmes mis en jeu, notamment quand on est dans le cas de systèmes multiconstituants, de solutions aqueuses concentrées. Les modèles de solutions électrolytiques sont au cœur de cette problématique, donc il y a encore des travaux théoriques là-dessus. Voilà, on espère que ça aboutira. Et en phase solide, il y a un point qui est quand même assez important, c'est la problématique des phases métastables, alors qu'elles soient amorphes ou pas, donc cette problématique est liée notamment à la lenteur des phénomènes de diffusion dans les phases solides à des températures relativement basses d'application pour l'hydrométallurgie. Voilà, donc j'en ai terminé.